Après notre dispute, ma fiancée m'a envoyé un texto, je reste chez mon ex ce soir. Débrouille-toi avec ça. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je l'ai vu perdre complètement les pédales. Bonjour. Je m'appelle Lucas. J'ai 34 ans et je suis responsable des achats pour un groupe hôtelier à Lyon. Mon travail est structuré, avec beaucoup de dates butoirs, et je suis généralement debout avant 6 heures du matin car les fournisseurs commencent à appeler tôt. Ma fiancée s'appelle Chloé, elle a 31 ans. Nous étions ensemble depuis près de 4 ans, fiancés depuis 8 mois et nous vivions ensemble dans un appartement que je louais à la Croix-Rousse. Nous partagions les factures de manière inégale car je gagnais plus, je couvrais le loyer et les charges, tandis qu'elle s'occupait des courses et de la plupart des décisions de décoration. Je publie ce témoignage parce que ce qui s'est passé après notre dernière dispute était si étrange que, même aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai géré la situation correctement ou simplement efficacement. Chloé avait un don pour envenimer les choses rapidement. Pas chaque désaccord, mais suffisamment pour que je commence à remarquer un schéma. Si quelque chose n'allait pas dans son sens, elle arrêtait de débattre du problème lui-même et passait à une tactique visant à rendre la situation détestable. Des commentaires acerbes, des coups bas, en ramenant sur le tapis des sujets sans rapport, puis en agissant comme si j'étais froid parce que je refusais de continuer dans cette voie. Ce soir-là, tout a commencé pour une broutille en apparence, mais qui cachait un problème plus profond. Nous devions finaliser le versement d'un acompte pour une salle de mariage ce week-end-là. Je lui avais déjà dit 2 fois que je voulais examiner le contrat avant d'envoyer quoi que ce soit, car il y avait des clauses de pénalité en cas de changement de date. Elle a dit que je traitais un mariage comme un appel d'offres. J'ai répondu qu'un contrat reste un contrat, même s'il y a des fleurs. Ça a suffi à la faire démarrer au quart de tour. Elle m'a accusé de vouloir gagner du temps parce que, secrètement, je n'étais pas sûr de vouloir l'épouser. J'ai répondu que ce n'était pas vrai et je lui ai demandé de rester sur le sujet. Puis elle est passée aux attaques personnelles. Elle a dit que je transformais chaque moment heureux en une tâche administrative, que vivre avec moi, c'était comme être géré par un cadre intermédiaire. Je lui ai dit que si elle voulait une vraie conversation, d'accord, mais que je n'allais pas rester assis là pendant qu'elle essayait de gagner en étant méchante. C'est à ce moment-là qu'elle a attrapé son manteau, s'est plantée près de la porte et a dit qu'elle avait besoin d'espace. J'ai dit, prends ta soirée. Calme-toi. On pourra parler demain. Environ 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Je reste chez mon ex ce soir. Débrouille-toi avec ça. Ce n'était pas le genre de message envoyé pour bluffer. Pas vague, pas envoyé pour provoquer l'ambiguïté. Il était conçu pour atterrir exactement comme il l'a fait. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, surtout parce que je voulais être certain de ne pas y ajouter un sens qui n'y était pas. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas discuté par texto. J'ai simplement regardé notre appartement, j'ai pensé au fait qu'elle avait choisi ce nom très délibérément et j'ai décidé que si elle voulait que je me débrouille, j'allais le faire. À minuit, je n'attendais plus qu'elle revienne. J'étais en train de faire une liste. J'ai fait exactement ce que Chloé m'avait dit de faire. Je m'en suis débrouillé. Pas émotionnellement, mais logistiquement. J'ai bien dormi cette nuit-là, parce qu'une fois que quelqu'un franchit une certaine ligne, la décision cesse d'être compliquée. Chloé savait exactement ce qu'elle faisait en envoyant ce message. Il ne s'agissait pas d'avoir besoin d'espace. Il s'agissait de porter un coup. Dire qu'elle restait chez son ex était destiné à provoquer la panique, la jalousie ou des supplications. Au lieu de cela, ça m'a apporté de la clarté. Je me suis réveillé à 6 heures comme d'habitude, j'ai préparé du café, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir la liste que j'avais faite la veille. La première chose concernait la salle de mariage. Nous étions en discussion avec eux depuis environ 3 semaines et Chloé avait beaucoup insisté pour la réserver rapidement. Ils avaient besoin de l'acompte avant lundi pour garantir la date. J'ai ouvert l'échange de mai, j'ai relu le contrat une fois de plus, puis j'ai rédigé une courte réponse. J'ai expliqué que nous n'allions pas donner suite à la réservation et je les ai remerciés pour leur temps. Pas de drame, pas d'explication, juste une annulation avant que le moindre centime ne quitte mon compte. Après cela, j'ai envoyé un email au photographe dont nous avions discuté. Même message. Nous n'allions pas donner suite. Puis la demande d'information pour le fleuriste que Chloé avait envoyé depuis mon adresse email. J'ai clos ce dossier également.
Au moment où j'ai fini ma deuxième tasse de café, toute la planification du mariage avait été discrètement arrêtée. Pas d'acompte, pas d'obligation future, pas de prestataire attendant des paiements. L'étape suivante était la bague. La bague de fiançailles avait été achetée chez un bijoutier du centre-ville. Le reçu mentionnait une politique de retour de 30 jours pour un remboursement d'un pourcentage élevé si la bague revenait dans son état d'origine. Nous étions encore dans cette fenêtre. J'ai posé l'écrin sur le comptoir de la cuisine et je l'ai regardé une minute, non pas parce que j'hésitais, mais surtout parce que je trouvais étrange à quel point j'étais calme à ce sujet. Des années passées ensemble, et la fin était déclenchée par un seul texto. Mais ce texto disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont Chloé gérait les conflits. Menaces, escalade, dégâts maximum. Ce genre de comportement ne disparaît pas après le mariage. Il se multiplie. Vers 8h30, j'ai quitté l'appartement avec la bague dans la poche de ma veste et je me suis rendu en ville. Le bijoutier ouvrait à 9h. Au moment où Chloé se réveillerait, ou qu'elle ait passé la nuit, le mariage pour lequel elle s'était disputée était déjà annulé, et elle n'en avait encore aucune idée. Le bijoutier a ouvert pile à l'heure, à 9h. J'étais le premier client à entrer. La femme derrière le comptoir m'a reconnu presque immédiatement, ce qui n'est pas surprenant puisque j'y avais passé près d'1 heure quelques semaines plus tôt pour choisir la bague. Elle a souri et a demandé comment s'était passée la demande en mariage. Je lui ai dit que ça n'avait pas fonctionné et j'ai posé l'écrin sur le comptoir. Elle n'a pas posé de questions personnelles après ça, elle a juste vérifié le reçu, inspecté la bague et confirmé le montant du remboursement. La majeure partie de l'argent serait recréditée sur ma carte dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. L'échange a duré peut-être 10 minutes. Quand je suis ressorti à l'air matinal, je me suis senti sensiblement plus léger. Pas heureux, pas exactement. Juste résolu. Un problème de moins à régler. Je suis allé directement au travail après ça. Les vendredis sont généralement chargés pour moi car les fournisseurs aiment confirmer les livraisons avant le week-end. Ma matinée s'est donc rapidement remplie d'appels et de mails. Pendant quelques heures, je n'ai presque pas pensé à Chloé. Vers 11h30, mon téléphone a vibré. Chloé. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel 30 secondes plus tard. Puis un texto. Tu m'ignores sérieusement en ce moment ? J'ai terminé l'email que j'étais en train d'écrire avant de regarder à nouveau le message. Rien dans ce message ne ressemblait à quelqu'un qui s'excusait pour le texto envoyé la veille. Ça sonnait irrité, comme si c'était moi qui créais un problème. Quelques minutes plus tard, un autre texto est arrivé. J'espère que tu as apprécié ta nuit tranquille parce que je n'ai pas bien dormi du tout. Toujours rien à propos de l'ex, rien sur le message, juste de l'agacement. J'ai finalement répondu quelque chose de simple. Bonjour, je suis au travail. 3 points de suspension sont apparus presque immédiatement. Tant mieux, parce qu'il faut qu'on parle de ton attitude d'hier soir. J'ai lu cette phrase 2 fois et je me suis adossé à ma chaise. Chloé avait passé la nuit chez son ex-petit ami après l'avoir annoncé comme une arme, et d'une manière ou d'une autre, la conversation qu'elle voulait avoir le lendemain matin portait sur mon attitude. Cela m'a indiqué 2 choses très clairement. Premièrement, elle pensait toujours contrôler la direction de cette situation. Deuxièmement, elle n'avait absolument aucune idée de ce que j'avais déjà fait. Son message suivant est arrivé alors que je regardais encore le téléphone. Aussi, je rentrerai plus tard, alors ne commence pas à faire des manières quand j'arriverai. J'ai posé le téléphone face contre mon bureau et je suis retourné au travail. Parce que lorsque Chloé passerait la porte ce soir-là, la première chose qu'elle remarquerait serait que quelque chose manquait dans l'appartement, et ce n'était pas subtil. Je suis rentré vers 18h ce soir-là. Chloé n'était toujours pas là. Ce n'était pas surprenant. Quand elle était dans une de ses humeurs, elle aimait faire des entrées. Rester dehors tard après une dispute faisait partie de la performance. Cela créait une tension pour qu'elle puisse entrer et relancer la dispute selon ses propres termes. Normalement, j'aurais passé ce temps à attendre. Cette fois, je l'ai utilisé différemment. Plus tôt dans l'après-midi, je m'étais arrêté dans un magasin de bricolage près de mon bureau et j'avais acheté une pile de cartons de déménagement de taille moyenne et du ruban adhésif. Rien de dramatique, juste le genre que les gens utilisent lorsqu'ils déménagent. En rentrant à la maison, j'ai commencé à emballer les affaires de Chloé. Pas tout, juste les objets qui étaient clairement les siens.
Ses vêtements de l'armoire du couloir ont été les premiers. Robes, vestes, chaussures. Je les ai pliés avec soin et les ai empilés dans les cartons. Ensuite, j'ai emballé l'étagère de la salle de bain qu'elle utilisait. Trousse de maquillage, produits capillaires, flacons de soins pour la peau, le tout enveloppé dans du papier pour que rien ne fuit. Le processus était lent et méthodique. Sans colère, sans précipitation, juste du tri. Au moment où j'ai fini les tiroirs de la chambre, 4 cartons étaient scellés et soigneusement alignés contre le mur du salon. J'ai aussi retiré la photo de nos fiançailles de l'étagère. Ce cadre est allé dans le dernier carton. Vers 19h15, j'ai entendu des clés dans la serrure. Chloé est entrée, son sac de voyage à la main, et a immédiatement commencé à parler avant même d'enlever son manteau. Tu n'imagines pas le trafic ce matin et j'ai dû passer au bureau parce qu'apparemment les gens ne peuvent pas survivre une seule journée sans que je répare leurs bêtises. Puis elle a levé les yeux. La première chose qu'elle a remarquée, ce sont les cartons. 4 d'entre eux, empilés à côté du canapé. Chloé s'est arrêtée en pleine phrase. Son regard est passé des cartons à moi. Lucas, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fermé lentement mon ordinateur portable et je me suis levé de la table. Tes affaires. Elle a de nouveau fixé les cartons, comme si son cerveau avait besoin d'une seconde pour traiter ce qu'elle voyait. Pourquoi mes vêtements sont-ils dans des cartons? Parce que tu as dit que tu restais chez ton ex. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'expression de Chloé est passée de la confusion à l'incrédulité. Lucas, arrête d'être dramatique et dis-moi ce que tu faisais. Je me suis appuyé contre le comptoir. J'ai annulé les plans de mariage ce matin et j'ai commencé à emballer tes affaires cet après-midi. Les mots ont semblé la frapper une seconde plus tard. Son visage s'est instantanément crispé. Tu as fait quoi? La partie calme était déjà terminée. Maintenant, elle commençait à comprendre que cette situation ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Chloé m'a fixé pendant quelques secondes comme si elle attendait que je rie et que j'admette que c'était une sorte de réaction excessive. Quand cela ne s'est pas produit, quelque chose en elle a cédé. Tu es sérieux, là? Sa voix a monté d'une octave immédiatement. Tu as emballé mes affaires. J'ai hoché la tête une fois. Tu as dit que tu restais chez ton ex. Chloé a laissé tomber son sac de voyage sur le sol avec un bruit sourd. Oh mon Dieu, Lucas, tu ne peux pas être aussi mesquin. Elle s'est dirigée droit vers les cartons et a arraché le ruban adhésif du dessus du premier, comme si elle s'attendait à prouver quelque chose. Les vêtements étaient pliés à l'intérieur, exactement comme je les avais emballés. Ses mains se sont figées une seconde. Puis elle s'est retournée vers moi. Tu as vraiment fait ça. Tu as vraiment emballé mes affaires comme si j'étais expulsé. Tu m'as dit que tu restais ailleurs. Ce n'est pas la même chose et tu le sais très bien. Chloé faisait les 100 pas maintenant, en cercle rapide et serré dans le salon. Sa voix montait à chaque phrase. Je suis parti pour une nuit parce que tu étais impossible et tu réponds en annulant le mariage et en mettant ma vie en boîte. Qui fait ça? Quelqu'un qui te prend au sérieux quand tu dis que tu restes chez ton ex. Cette phrase a eu l'effet de l'essence sur un feu. Le visage de Chloé est devenu rouge vif. Tu ne peux pas simplement annuler un mariage parce que tu fais un caprice. Je n'ai pas annulé un mariage. J'ai annulé la compte. Elle a levé les mains au ciel. Oh mon Dieu. Écoute-toi parler. Elle a pointé les cartons comme s'ils étaient des preuves dans un tribunal. C'est de la folie. C'est un comportement complètement fou. Sa respiration était saccadée maintenant. De courtes inspirations entre les phrases. Je suis allé chez Henri pour me calmer. C'est ce que font les adultes quand leur partenaire se comporte comme un robot. Je l'ai observé attentivement. Tu n'as pas dit que tu allais te calmer. Chloé a arrêté de faire les 100 pas. J'ai brandi mon téléphone. Tu as dit que tu restais chez ton ex et tu m'as dit de me débrouiller avec ça. Pendant un instant, elle a semblé sur le point de contester la formulation. Puis elle a explosé. Parce que tu étais censé réagir. Sa voix a éclaté dans la pièce. Tu étais censé m'appeler ou te fâcher ou faire quelque chose. Au lieu de ça, tu as emballé mes affaires comme si j'étais une locataire qu'on expulse. Elle a donné un léger coup de pied dans l'un des cartons par frustration. Tu as complètement perdu la tête, Lucas. J'ai secoué lentement la tête. Non.
Pour la première fois de la soirée, j'étais absolument certain que non. Chloé a continué à faire les 100 pas dans le salon comme si elle essayait de brûler sa colère par le mouvement. C'est incroyable. 4 ans ensemble et tu jettes tout en l'air parce que j'ai passé une nuit ailleurs. Tu n'as pas dit ailleurs, ai-je maintenu ma voix calme. Tu as dit chez ton ex. Chloé a levé les yeux au ciel avec force. Oh mon Dieu. Lucas, arrête de répéter ça comme si c'était important. C'est important. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas la question. Bien sûr que si, c'est la question. Sa voix est de nouveau montée d'un cran. Tu agis comme si je t'avais trompé alors que j'ai littéralement dormi sur un canapé. Tu as bien pris soin de me dire de quel canapé il s'agissait. Chloé a ouvert la bouche, s'est arrêtée, puis a changé de tactique comme elle le faisait toujours quand un argument ne fonctionnait plus. Bon, on est tous les deux en colère. Clairement, ça a dérapé. Elle a fait un geste vers les cartons. Alors, déballe mes affaires et arrête d'être ridicule. Non. Le mot est tombé, plat et lourd, dans la pièce. Chloé a cligné lentement des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire que tu devrais prendre tes affaires ce soir. Son expression a changé instantanément. Lucas, arrête. Tu ne réfléchis pas clairement. Si. Tu ne peux pas simplement mettre ta fiancée à la porte à cause d'une seule dispute. Je ne t'ai pas mise à la porte. Tu as déjà dit que tu restais ailleurs. Chloé a ri sèchement. Et alors maintenant? Tu t'attends à ce que j'emménage avec mon ex? Ce n'est pas ma décision. Sa colère est revenue d'un coup. C'est de la folie. Tu es fou. Elle a de nouveau montré les cartons. Tu as annulé le mariage. Tu as emballé ma vie dans des cartons pour une stupide dispute. Ce n'était pas la dispute. C'était le message. Chloé a secoué la tête comme si elle essayait de rejeter physiquement l'idée. Tu dramatises tout ça exprès. Demain, tu te sentiras comme un idiot. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Prends les cartons. Chloé a regardé la porte ouverte, puis m'a regardé à nouveau. Tu n'es pas sérieux. J'ai pris l'un des cartons et je l'ai posé dehors dans le couloir. Lucas, arrête. J'ai pris le deuxième et je l'ai placé à côté du premier. Sa voix a recommencé à monter. Tu ne peux pas faire ça. Le troisième carton est sorti. Chloé a fait un pas en avant comme si elle allait essayer de m'arrêter, mais c'est figé. Le quatrième carton a suivi. Je suis rentré et j'ai tenu la porte ouverte. Tu devrais y aller. Pendant un instant, elle est restée là, respirant fort. Puis les cris ont recommencé. Tu as complètement perdu la tête. Sa voix a résonné dans le couloir alors qu'elle attrapait le premier carton. C'est de la folie. Tu t'entends parler? Je me suis avancé, je l'ai guidée vers le corridor et j'ai refermé la porte derrière elle. Chloé a immédiatement commencé à hurler de l'autre côté. Lucas, ouvre cette porte tout de suite. J'ai verrouillé, et à en juger par le volume des cris qui ont suivi, Chloé ne faisait que commencer. Chloé a commencé à marteler la porte presque immédiatement après que je l'ai fermée. Pas des coups légers, mais de toutes ses forces, en frappant la porte avec le côté de sa main. Lucas, ouvre la porte tout de suite. Je n'ai pas répondu. Les coups ont repris, plus fort. Lucas, je suis sérieuse. Ouvre cette porte. Je suis resté un moment dans l'entrée à écouter. Sa voix rebondissait maintenant sur les murs du couloir. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Encore des coups. C'est aussi chez moi ici. Je suis allé dans le salon et je me suis assis sur le canapé. Les hurlements continuaient à travers la porte. Lucas, si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, je le jure devant Dieu. J'ai vérifié mon téléphone. Déjà 3 appels manqués. Puis un autre. Puis un autre. Chloé était passée des cris à travers la porte aux appels téléphoniques. Sa voix est revenue du couloir. Décroche ton téléphone. Le téléphone a de nouveau vibré dans ma main. Appel numéro 6. Puis un message est apparu. Tu agis comme un fou en ce moment. Un autre appel. Un autre message. Ouvre la porte pour qu'on puisse parler comme des adultes. J'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore.
Appel numéro 9. La voix de Chloé à l'extérieur de la porte montait et descendait entre la colère et la panique. Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. J'ai ouvert le fil de discussion et j'ai lu rapidement les textos. Le ton était exactement celui auquel je m'attendais. D'abord la colère, puis les accusations, puis les tentatives de ramener la conversation à une autre dispute. Je n'avais aucun intérêt à répéter le même combat à travers une porte ou un téléphone. Un autre appel est arrivé. Ça faisait 12. J'ai donc ouvert les paramètres du contact et j'ai bloqué son numéro. Le téléphone est devenu silencieux instantanément pendant environ 10 secondes. Puis, les coups sur la porte ont recommencé. Lucas, je sais que tu m'ignores. Sa voix était plus aiguë maintenant. Tu penses que me bloquer te donne raison? Je n'ai pas bougé. Une minute plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Un numéro différent. Chloé. J'ai bloqué celui-là aussi. Puis les messages ont commencé à arriver via les réseaux sociaux. D'abord sur Instagram, puis sur Facebook. Chacun plus frénétique que le précédent. Je les ai bloqués également. En quelques minutes, le téléphone est finalement redevenu silencieux. Dehors, Chloé criait toujours, mais maintenant elle criait contre une porte qui ne s'ouvrait pas et un téléphone qui ne répondait pas. Et à en juger par le volume de sa voix, elle commençait à peine à réaliser que j'étais sérieux. Chloé a continué à crier devant la porte pendant encore 5 minutes. Au début, c'était de la pure colère. Tu crois que me bloquer te donne raison. Puis c'est passé aux menaces. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte avant que j'appelle quelqu'un. Je suis resté sur le canapé et j'ai attendu. Les gens comme Chloé suivent généralement un cycle prévisible lorsqu'ils réalisent qu'ils perdent le contrôle d'une situation. D'abord la rage, puis la pression, puis la tentative d'impliquer des témoins extérieurs. Comme prévu. Sa voix a de nouveau changé. Très bien. J'appelle des gens. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans le couloir maintenant. Ses chaussures traînant légèrement sur le tapis. On va voir comment tes amis vont réagir quand ils apprendront ce que tu viens de faire. J'ai vérifié mon téléphone par curiosité. Les appels bloqués s'accumulaient déjà dans le journal. Elle avait clairement essayé plusieurs fois de plus. Quelques secondes plus tard, ma notification de mail a retenti. Puis une autre. Chloé était passée au canal suivant. Le premier email était court et colérique, m'accusant de l'humilier et d'agir de manière instable. Le second était plus long et beaucoup plus dramatique. Beaucoup de mots sur la trahison, la cruauté, et le fait de jeter 4 années à la poubelle. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai archivé les 2 messages et j'ai mis le fil de discussion en sourdine. Dehors dans le couloir, sa voix devenait de plus en plus forte. Lucas, je te jure que si tu n'ouvres pas cette porte. Un autre coup, puis un autre, puis le silence pendant un moment. J'ai entendu l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrir. La voix de Chloé est revenue une dernière fois, plus aiguë et plus frénétique. Tu vas regretter ça. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Et d'un coup, le couloir est devenu silencieux. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte, regardant par le Judas. Vide. Les cartons avaient disparu. Chloé était enfin partie. L'appartement a soudain semblé plus grand sans le bruit. Je suis retourné dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il y avait déjà un nouveau message en attente, pas de Chloé, mais de son amie Mélissa. Il tenait en une seule phrase. Qu'est-ce que tu as fait exactement à Chloé ce soir? Le message de Mélissa est resté sur l'écran de mon téléphone pendant 1 minute avant que je ne l'ouvre. Qu'est-ce que tu as fait exactement à Chloé ce soir? Je me suis adossé à la chaise de la cuisine et j'ai réfléchi à l'effort que je voulais consacrer à expliquer quelque chose qui s'était déjà produit. Mélissa était l'une des amies les plus proches de Chloé. Le genre d'amie qui n'entendait généralement que la version des faits de Chloé, ce qui signifiait que l'histoire qu'elle venait de recevoir devait sembler très différente de la réalité. Mon téléphone a de nouveau vibré avant même que je commence à taper. Un autre message de Mélissa. Elle dit, tu as annulé le mariage, emballé ses affaires et tu l'as mise à la porte de l'appartement. Techniquement, ce résumé n'était pas faux. Il manquait juste la partie qui donnait tout son sens à la situation. J'ai tapé une courte réponse. Chloé m'a dit qu'elle restait chez son ex-petit ami hier soir et m'a dit de me débrouiller avec ça.
Alors, je l'ai fait. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone. Quelques minutes ont passé. Puis il a de nouveau vibré. Mélissa. Attends. Elle t'a vraiment dit ça? Oui. Une autre pause. Puis un autre message. Elle m'a dit que tu avais réagi de manière excessive à une dispute. J'ai tapé une autre réponse. Les disputes n'impliquent pas d'annoncer qu'on va dormir chez son ex. Cette fois, la réponse a mis plus de temps à arriver, près de 10 minutes. Quand elle est arrivée, le ton avait changé. Elle ne m'avait pas dit cette partie. Ce n'était pas surprenant. Chloé avait toujours été douée pour modifier les histoires afin de paraître la personne raisonnable. Un autre message a suivi. Elle est à l'appartement d'Henri en ce moment, et elle perd la tête. J'ai fixé l'écran une seconde. Henri, l'ex qu'elle avait décidé d'utiliser comme moyen de pression la veille. Mélissa a envoyé un autre message. Elle pensait que tu paniquerais ou que tu la supplierais de rentrer à la maison. Cette partie m'a fait rire doucement. Au lieu de ça, tu as annulé le mariage. Oui. L'indicateur de frappe est apparu à nouveau du côté de Mélissa, puis a disparu, puis est revenu. Finalement, un autre message est arrivé. Elle ne s'y attendait vraiment pas. J'ai repris mon verre d'eau et j'ai regardé autour de l'appartement. Moi non plus, mais plus je prenais de distance par rapport à la situation, plus une chose devenait claire. Chloé avait essayé de provoquer une réaction. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une conséquence. Et d'après ce que Mélissa venait de me dire, Chloé commençait seulement à réaliser à quel point ce plan s'était retourné contre elle. Mélissa et moi avons échangé quelques messages de plus ce soir-là, mais la conversation s'est rapidement ralentie. Elle a posé une dernière question. C'est vraiment fini entre vous deux? J'ai regardé autour de l'appartement avant de répondre. Les chaussures de Chloé avaient disparu du porte-manteau de l'entrée. Son étagère de maquillage dans la salle de bain était vide. L'espace du placard qu'elle utilisait était vidé. L'endroit semblait déjà différent. Oui. Mélissa a envoyé une dernière réponse. Elle est toujours en train de paniquer ici. Je n'ai pas répondu après ça. Il n'y avait rien d'utile à ajouter. Vers 22h ce soir-là, mon téléphone a vibré une fois de plus. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Je savais déjà qui c'était avant d'ouvrir le message. Chloé. Son style de texto avait complètement changé par rapport à plus tôt. Plus d'insultes. Plus de cris. Maintenant, c'était de longs paragraphes. Elle disait qu'elle avait réagi de manière excessive. Elle disait qu'elle était seulement allée chez Henri parce qu'elle avait besoin d'espace après la dispute. Elle disait qu'elle ne s'attendait pas à ce que les choses aillent aussi loin. Il y avait aussi une ligne sur le fait que la situation était humiliante pour elle. J'ai lu le message une fois, puis j'ai bloqué ce numéro aussi, non pas parce que j'étais en colère, juste parce que la conversation était déjà terminée. Chloé avait pris une décision très spécifique en envoyant ce message la veille. Elle a essayé de forcer une réaction en introduisant un autre homme dans la situation. C'était censé provoquer la panique. Au lieu de cela, ça a mis fin à la relation. Le lendemain matin, j'ai retourné les derniers articles liés au mariage qui étaient encore remboursables. Après cela, j'ai envoyé un email au propriétaire pour confirmer que seul mon nom resterait sur le bail. La vie a repris une routine tranquille étonnamment vite. Travail, salle de sport, maison. De temps en temps, j'avais des nouvelles par des amis communs. Apparemment, Chloé a passé quelques semaines à dire aux gens que j'avais ruiné notre relation pour rien. Puis l'histoire complète a commencé à circuler et les réactions ont changé. En y repensant maintenant, le plus étrange n'est pas la rapidité avec laquelle la relation s'est terminée. Le plus étrange, c'est à quel point la décision a semblé claire une fois qu'elle a envoyé ce message. Certaines actions sont des disputes, d'autres sont des déclarations. Chloé pensait qu'elle déclenchait une dispute. Ce qu'elle a réellement fait, c'est mettre fin aux fiançailles. Au revoir.